Donc effectivement, donc avec Antoine et Nicolas, il nous a paru important de replacer un petit peu tout ça dans la vraie vie, puisqu'on a vu que finalement, il pouvait y avoir des variations de séquences qui n'étaient pas faciles à interpréter, mais que probablement dans le futur, on va voir de nouvelles modifications génétiques qu'il va falloir expliquer à nos patients. Et donc du coup, ça me paraissait intéressant de discuter un petit peu avec vous comment intégrer la complexification des tests génétiques dans la pratique clinique. Et donc, on va faire une communication à deux voix avec Khadija Lalou-Laforêt, avec qui je travaille depuis maintenant une vingtaine d'années en consultation multidisciplinaire d'oncogénétique, en particulier pour les cancers rares et les tumeurs neuroendocrines, pour finalement vous faire un petit résumé sur l'état de notre réflexion et les points qui nous paraissent importants. Donc la première chose, c'est que le cadre réglementaire qui régit notre pratique continue à se complexifier, du moins à s'enrichir. Donc vous connaissez tous le décret du 4 avril 2008 qui est relatif à l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne, qui régit notre pratique et qui différencie bien ce qu'est un test diagnostique et d'un test présymptomatique. Et donc ce décret explique bien que soit on pose, on confirme ou on infirme un diagnostic, soit on recherche les caractéristiques d'un ou plusieurs gènes susceptibles d'être à l'origine du développement d'une maladie chez une personne qui est asymptomatique et qui a un apparenté qui est porteur de la pathologie. Soit ça permet aussi d'adapter la prise en charge médicale d'une personne selon ses caractéristiques génétiques. Donc ça, tout le monde connaît assez bien ça, avec effectivement la nécessité d'informer de façon claire et loyale le patient sur les caractéristiques de la maladie que l'on recherche, sur la fiabilité des analyses, et donc vous voyez bien aujourd'hui que la fiabilité des analyses n'est pas certaine, et que effectivement, eh bien, il y a un cadre qui dit qu'une personne malade, donc un cas index, peut se voir proposer un test génétique dans le cadre d'une consultation pratiquée par un médecin d'organes, un médecin spécialiste, mais que par contre, lorsqu'il s'agit d'une personne asymptomatique, la prescription d'un dépistage génétique présymptomatique doit se faire dans le cadre d'une consultation multidisciplinaire agréée par l'Agence de la biomédecine. Donc, de la même façon, ce qui est dit pour la prescription, c'est-à-dire une consultation dédiée à la prescription du test génétique, c'est aussi dit pour la communication des résultats. Il faut rendre les résultats de génétique dans le cadre d'une consultation qui est dédiée à la communication de ce résultat, avec effectivement l'explication la plus claire possible de la signification du résultat. Et de la même façon, nous avons des obligations en termes de conservation des résultats de génétique qui, comme vous le voyez, doivent être archivés dans des conditions de sécurité et de confidentialité pendant une durée de 30 ans. Ce décret de 2008 a été enrichi en 2013 des conditions de mise en œuvre de l'information de la parentèle dans le cadre d'un examen des caractéristiques génétiques à finalité médicale. Et donc, lors de la prescription d'un test génétique, le médecin prescripteur doit informer la personne qu'elle est tenue, si le diagnostic de l'anomalie génétique est confirmé, d'informer les membres de sa famille potentiellement concernés, dont elle peut raisonnablement obtenir les coordonnées. Donc ça veut dire qu'au moment de la prescription d'un test génétique, il faut déjà parler de l'information à la parentèle et s'assurer que le patient a bien compris que cette diffusion de l'information est de sa responsabilité. Une nouvelle notion va apparaître avec la révision des lois de bioéthique qui ont été publiées le 4 août 2021 sur le renforcement de la loi concernant l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne. Donc vous voyez, le Code civil insiste sur le fait qu'il faut un consentement, donc ça, le consentement, bien sûr,
Nous l'avions dès le départ. Donc sur le consentement, la personne doit être informée de la nature de l'examen, donc ça, on le faisait déjà, de l'indication de l'examen, mais surtout maintenant de la possibilité que l'examen révèle incidemment des caractéristiques génétiques sans relation avec son indication initiale ou avec son objectif initial. Donc là, se pose la question des grands panels, des exomes et des génomes, qui vont révéler des altérations génétiques constitutionnelles qui peuvent avoir des conséquences médicales et qui vont nécessiter une surveillance, un dépistage, etc. Donc effectivement, il faut expliquer aux patients que cette possibilité existe et que la connaissance de cette information permettrait à la personne ou aux membres de sa famille de bénéficier de mesures de prévention, y compris de conseils génétiques ou de soins. De la possibilité de refuser la révélation des résultats de l'examen caractéristique génétique sans relation avec l'indication initiale, mais aussi des risques qu'un refus ferait courir aux membres de sa famille potentiellement concernés. Donc, le Code de la santé publique stipule que lorsque les résultats des examens des caractéristiques génétiques somatiques, donc là maintenant on est passé du test génétique constitutionnel au test génétique somatique que l'on pratique dans le cadre de tumeurs, plus généralement de cancer, et bien lorsque les résultats des examens de génétique somatiques sont susceptibles de révéler des caractéristiques mentionnées à l'article rendent nécessaire la réalisation de l'examen mentionné, c'est-à-dire que si l'examen de génétique somatique met en évidence des mutations qui sont potentiellement constitutionnelles, eh bien, il va falloir inviter le patient à aller en consultation de génétique pour pouvoir bénéficier d'une confirmation du caractère constitutionnel et aussi d'une prise en charge adaptée. Ce qui veut dire que quand on va prescrire un examen de génétique somatique, il va falloir maintenant informer les personnes de la possibilité d'une telle orientation avant la réalisation d'un examen somatique, qui est donc susceptible de révéler des caractéristiques génétiques constitutionnelles. Donc vous voyez que ces 4 temps vont être des temps qui vont allonger les consultations dédiées au temps d'information. Ainsi, en ce qui concerne donc la consultation de génétique pré-test, eh bien, cette consultation devient un peu plus complexe. Donc vous avez d'abord à préciser le contexte, est-ce qu'il s'agit d'un test symptomatique ou d'un test présymptomatique, pour bien vérifier que vous êtes en accord avec les législations. Vous informez vos patients sur la nature et l'objectif du test, expliquer les choses, anticiper la possibilité que votre patient ait à informer ses apparentés, anticiper, selon le contexte, l'éventualité de données incidentes et recueillir un consentement éclairé sur la totalité de ces points. À cela se rajoute maintenant la complexification des tests, puisque quand on a démarré notre pratique, on analysait 1 ou quelques gènes par Sanger, éventuellement par MLPA. Au jour d'aujourd'hui, tous les laboratoires utilisent des panels de gènes, donc des panels de gènes dédiés, mais aussi maintenant des grands panels de gènes, en particulier dans le cadre du cancer. Et puis bientôt, dans nos laboratoires, relativement facilement, nous aurons accès à des exomes. Et puis grâce au plan France Médecine Génomique, nous avons accès à des génomes. Et de plus, maintenant, les tests somatiques sont susceptibles de délivrer des informations constitutionnelles. Comme vous l'avez vu jusqu'à présent, il y a aussi une complexification de l'étape de rendu des résultats du test. Comme on vous l'a expliqué, les laboratoires classent les variations identifiées en différentes classes. La classe 1 et la classe 2, c'est les variants plutôt bénins qu'on ne vous rend pas. La classe 3, c'est le variant de signification inconnue qui pose beaucoup de problèmes au moment du rendu des résultats. Et la classe 4, la classe 5, c'est les variants pathogènes pour lesquels il va y avoir un conseil génétique, une information désapparentée. Comme Delphine Bouvet vous l'a dit, on utilise les critères ACMG, qui sont des critères qui reposent sur différents aspects qui peuvent se modifier dans le temps. En particulier, quand on commence à utiliser des tests fonctionnels, on peut tout à fait imaginer qu'une variation est classée variation de signification inconnue
et puis, parce qu'on va faire des tests fonctionnels, va être reclassé ensuite comme étant une variation pathogène. Et donc, en fonction des maladies, comme l'a fait ici Nelly Burnichon avec les experts internationaux des généticiens des phéochromosomes et des paragangliomes, eh bien, les critères ACMG peuvent être modifiés en fonction des pathologies et des textes fonctionnels disponibles que l'on va utiliser. Et donc, par exemple, dans le cadre de notre laboratoire, eh bien, on va récupérer des tissus tumoraux pour pouvoir aller plus loin dans la classification, ceci au bénéfice du patient, parce que bien sûr, si on arrive à classer une variation comme étant une variation pathogène, eh bien, les recommandations vont être simples pour lui et pour sa famille. Et donc, ce qui est très important, c'est d'avoir la notion de temporalité, c'est-à-dire que cette classification qu'on va vous remettre à un temps donné, elle peut évoluer dans le temps, et ça, il va falloir l'expliquer à votre patient. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec une variation de signification incertaine? La première question qu'il faut se poser, c'est faut-il la rendre? Alors, oui, on peut la rendre s'il y a des études complémentaires faisables, c'est-à-dire est-ce qu'on peut faire une étude de ségrégation? Est-ce qu'il y a des tests fonctionnels possibles avec la possibilité d'avoir des prélèvements différents ou de faire des mini-gènes, comme on vous a montré précédemment? Donc, si effectivement on rend la variation de signification inconnue, il va falloir l'expliquer au patient. Et donc, ce qu'il faut expliquer au patient, c'est d'une part le fait que cette variation de signification inconnue peut être reclassée, mais aussi possiblement que cette variation de signification inconnue, elle peut rester inconnue pendant un certain temps, mais que c'est possible qu'il y ait une évolution des connaissances et qu'éventuellement cette variation de signification inconnue puisse être reclassée dans quelques années. Il faut donc pouvoir anticiper la possibilité d'une reprise de contact et poser directement la question au patient de savoir s'il souhaite ou pas qu'on reprenne contact si on a des informations complémentaires. Et puis, il faut aussi savoir expliquer pourquoi on ne fera pas de dépistage des apparentés, puisque c'est une variation de signification inconnue, et reprendre son sens clinique, c'est-à-dire en fait proposer une surveillance adaptée pour chacun d'entre eux si il vous semble que c'est indiqué, parce que de façon très claire, le patient présente une forme familiale, mais pour l'instant, on n'a pas la certitude sur la variation génétique. Alors, on se retrouve de plus en plus, mais je pense que ça va devenir de plus en plus fréquent, devant devoir faire l'annonce d'une modification du diagnostic génétique. Par exemple, un résultat rendu précédemment négatif est finalement positif parce que la classification a changé, parce qu'on a changé de technique, parce qu'on a changé d'algorithme, parce qu'il y a un nouveau gène, parce qu'on a des résultats de tests fonctionnels. Et donc, ce qui est très important, l'inverse est vrai aussi. On peut avoir rendu des résultats positifs qui, in fine, vont devenir négatifs. Et donc, c'est vraiment important maintenant de pouvoir anticiper de cette situation avec le patient. Et donc, c'est vrai qu'au moment du résultat du test, c'est important de dire que c'est un résultat qu'on rend en 2021 et qu'éventuellement, il pourrait, dans le futur, être re-questionné. Alors, de la même façon, on va être de plus en plus, et donc ça nous arrive, de devoir rendre une donnée génétique incidente. C'est-à-dire qu'on a fait un examen génétique pour une pathologie, et puis finalement, on a une mutation sur un autre gène pour une autre maladie. Donc là encore, ce qui est très important, c'est d'avoir anticipé les choses, d'avoir discuté de cette situation avec le patient. Parce que bien sûr, ça peut être vécu comme étant une double peine de se retrouver avec une nouvelle variation génétique ou un nouveau risque pour développer une maladie. C'est important que ce rendu se passe bien, parce qu'il y a des enjeux pour la prise en charge du patient vis-à-vis de ce risque, mais aussi pour l'information de ses apparentés. Et donc, c'est vrai que, par exemple, dans certaines situations, et en particulier dans le cadre du plan France Médecine Génomique, quand on s'adresse à des jeunes patients, j'ai pour habitude d'essayer de demander que les parents soient présents pour pouvoir discuter de cette situation. Et ce qui est très important, c'est de faire un examen attentif de l'arbre généalogique des deux branches parentales au moment de la discussion de la prescription. Donc là, on est plutôt quand même dans des prescriptions d'exome ou de génome, ce qui permet éventuellement de faire une mise en situation à la première consultation. Donc par exemple, j'avais mené un projet qu'on avait appelé ExoRare, qui était la possibilité, grâce au Cancéropole Île-de-France, de proposer des exomes à des patients qui avaient des cancers rares. Et donc, dans le cadre de ce projet, j'avais vu un jeune patient avec ses deux parents qui était atteint d'un liposarcome.
Et donc, je le voyais pour qu'il signe le consentement, qu'on fasse l'analyse de sa tumeur et l'analyse de son génome constitutionnel. Et donc, en voyant ce patient, on a bien sûr dessiné ensemble l'arbre généalogique. Et donc, en fait, l'arbre généalogique montrait deux choses extrêmement importantes. D'une part, qu'il avait perdu un petit frère d'un carcinome des plexus choroïdes à l'âge de 8 mois. Il avait eu son carcinome des plexus choroïdes à 8 mois et il était décédé à 4 ans d'une leucémie. Et sa maman a fini par me dire qu'elle avait eu un carcinome canalaire in situ du sein à l'âge de 38 ans. Donc clairement, cet arbre généalogique montrait une suspicion de syndrome de Li-Fraumeni. Et donc dans ce contexte-là, j'ai prescrit l'exome theranostique pour lequel le patient m'était adressé, mais j'ai aussi prescrit un test constitutionnel TP53 en l'expliquant pourquoi à la famille, en envoyant le test à un laboratoire expert qui était donc le laboratoire de Thierry Frébourg à Rouen. Et donc, a posteriori, je pense que c'était important parce que malheureusement l'exome theranostique n'a rien apporté, mais par contre le test constitutionnel a bien montré une mutation TP53. Et quand j'ai revu les parents de ce jeune homme qui malheureusement est décédé rapidement, on a pu faire en sorte que cette famille soit suivie dans un cadre, dans un service expert à Gustave Roussy pour effectivement leur mutation TP53. Donc dans la mesure du possible, c'est extrêmement important de bien vérifier qu'il n'y a pas une maladie héréditaire évidente en faisant l'arbre généalogique. Donc, dans le consentement éclairé, fait mention les données incidentes. Donc, jusqu'à présent, dans le cadre du plan France Médecine Génomique, sur le consentement est écrit « Je souhaite que me soient communiquées les informations génétiques réalisées par l'examen portant sur les caractéristiques génétiques constitutionnelles en lien avec ma maladie ». Donc là, on parlait de rendre des données incidentes en lien avec la maladie. Mais demain, on va demander l'autorisation de rendre ou pas des données incidentes qui ne sont pas en lien avec la maladie. Et donc, vous voyez qu'il y a deux cases à cocher, oui ou non. Et donc, c'est très important de prendre le temps de discuter de cette situation avec le patient et de ne pas remplir trop vite l'ensemble de ces cadres. D'autant plus que les patients, en fait, viennent souvent parce qu'ils veulent ce test. Et du coup, il faut aussi avoir le temps de cette réflexion. Donc, pour conclure, je pense que la complexification de tests génétiques nécessite qu'il y ait une formation des prescripteurs. Je pense que c'est vraiment important que tout le monde comprenne bien les enjeux. On a besoin d'experts, aussi bien en maladies rares qu'en cancers rares, et donc les filières sont là pour ça, les centres de référence, les réseaux. Donc bien sûr, on ne connaît pas tout sur tous les gènes, et donc on a grande chance en France d'avoir des réseaux, et donc il faut savoir les utiliser dans cette situation-là, s'appuyer sur eux. Et puis, cette activité, c'est une activité multidisciplinaire qui monopolise les spécialistes d'organes, mais aussi les généticiens et les psychiatres et les psychologues. Et c'est vraiment important de pouvoir avoir un cadre multidisciplinaire dans lequel travailler pour ces situations. Et donc, je vais passer la parole à Radija peut-être tout de suite et éventuellement prendre les questions à la fin.